Alors, qui sont faites actuellement. Donc là, la question. Il y a plusieurs médicaments d'hormonothérapie. Le tamoxifen dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le plus ancien, effectivement. Après, il y a des nouvelles molécules qui sont en cours de développement et pour lesquelles, dans les prochains mois, normalement, on devrait ouvrir des essais cliniques, d'ailleurs, pour faire participer les patientes. Et on espère qu'effectivement, ils seront plus efficaces d'une part, et c'est-à-dire que ça diminuera encore plus le risque de récidive, et que d'autre part, ils seront aussi avec un profil de tolérance meilleur. Après, les effets secondaires sous hormonothérapie, finalement, ils sont très variables hein, d'une patiente à une autre. Les effets secondaires, entre guillemets, c'est les effets liés à leur mécanisme d'action. Et leur mécanisme d'action, effectivement, c'est d'aggraver la ménopause, entre guillemets, c'est de diminuer les taux d'œstrogène. Donc, c'est en cela qu'il y a des effets indésirables. Ouais. Oui, c'est possible, on peut changer. Donc la question c'était est-ce qu'on peut changer d'hormonothérapie en cours de route? Oui, c'est possible. Hein. Quand il y a des effets indésirables, on essaye parfois de changer de molécule pour voir si une autre molécule est mieux tolérée. Quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas. Et on a des tas de petits moyens comme ça pour essayer d'améliorer le mieux possible la tolérance. Il faut nous en parler. Oui, ça c'est sûr. Par contre, il ne faut pas rester seul avec les effets indésirables ou des questions concernant le traitement. Il ne faut pas hésiter à en reparler, que ce soit l'oncologue, le radiothérapeute, le médecin traitant, le gynécologue aussi hein, en ville peut tout à fait aider. Bonjour, je suis moi-même victime de 2 cancers. Un il y a 21 ans, un il y a 1 an. Hormonodépendant il y a 21 ans, donc tamoxifène pendant 5 ans avec les effets que vous connaissez. Et là, cette fois-ci, c'est un triple négatif. Y a-t-il des recherches pour qu'on n'est pas hormonodépendant? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent essayer aussi d'éviter des récidives, puisqu'on sait que c'est un cancer qui, malheureusement, a des risques de récidive importants? Et voilà, quoi. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Il y a alors effectivement, il n'y a pas un cancer du sein, il y a plusieurs types de cancers du sein. Il y a de la recherche dans les cancers du sein triple négatifs comme dans les cancers du sein hormonodépendants, avec bien sûr pas d'hormonothérapie du coup, puisque ce n'est pas une voie, les cellules cancéreuses du cancer triple négatif ne sont pas dépendants de la voie hormonale. Donc effectivement, c'est plutôt d'autres molécules. Voilà, en ce moment, il y a beaucoup de recherches et des données qui paraissent intéressantes, notamment par exemple avec l'immunothérapie. Donc tout ça, c'est des recherches qui sont en cours et je ne doute pas que dans l'avenir, on va continuer d'améliorer aussi les résultats dans les cancers du sein triple négatif. Merci. Bonjour. Vous parliez de fatigue tout à l'heure avec tous les traitements, notamment certainement l'hormonothérapie. Chez les personnes plus jeunes, donc j'imagine parce que non ménopausées, ça doit être le lien certainement. Qu'est-ce qui explique ça? C'est le fait que la ménopause change quelque chose. Il y a plein de. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que par rapport à la fatigue, il n'y a pas une seule cause. Il y a plein de causes qui s'additionnent. Voilà. Alors c'est vrai que lorsque on n'est pas ménopausé et qu'on va donner une hormonothérapie ou induire artificiellement une ménopause, et compte tenu que c'est un processus assez rapide, pour pas dire brutal, ça peut expliquer aussi ce surrisque de fatigue. Voilà. Donc c'est vrai que quand on regarde les causes de survenue de fatigue, elles sont multiples, elles sont variables. Il y a des causes liées au traitement, il y a des causes liées au propre vécu qu'on aura par rapport à la maladie. Il y a des causes probablement génétiques. Je dis qu'on avait peut-être identifié certains gènes, c'est pas des gènes anormaux, hein, c'est comme ça, on a un patrimoine génétique qui n'est pas le même d'une personne à l'autre. Donc ce sont des causes multiples finalement. Voilà. Et donc aujourd'hui, non seulement on essaie d'identifier, vous avez vu les causes, on essaye de voir finalement le profil de personne qui est plus à risque d'avoir une fatigue pour pouvoir, dès le début de la prise en charge, il revient avec son activité physique, hein, mais c'est aujourd'hui l'activité physique
et l'accompagnement psychologique ou des techniques de relaxation ou des techniques comme le mindfulness, hein, la méditation en pleine conscience, qui ont montré le plus de bénéfices pour lutter contre la fatigue. Voilà. Les médicaments, tout ça, ça ne marche pas. Les vitamines, ça ne marche pas. Voilà. Bonjour, moi je suis Madame Legois. J'ai eu un cancer en 2019, un triple négatif. Donc je me suis soignée, tout va bien aujourd'hui. J'ai une question par rapport à ça. J'ai fait une étude génétique et il n'était pas génétique parce que dans ma famille il y a des antécédents. Et cette année, il y a ma petite soeur qui a 30 ans qui a un cancer l'hormonothérapie. Et moi je me pose la question par rapport à ma fille. Plus tard, est-ce qu'il y a un risque? Parce que l'étude génétique, elle a dit non, mais ma soeur, plus que ma famille, dans toute ma famille, côté de mon père, ils ont eu tous un cancer de sein. Alors, on sait qu'il peut y avoir, comme vous l'évoquez, c'est-à-dire des cancers du sein pour lesquels il peut y avoir une prédisposition. C'est-à-dire on peut identifier un facteur génétique. Donc c'est pour ça qu'en l'occurrence, pour vous, il y a eu cette enquête. Donc on a éliminé en fait les gènes aujourd'hui que l'on connaît. On connaît un certain nombre de gènes qui peuvent prédisposer en fait à la survenue de cancer. Voilà. Là aussi les choses avancent. Donc c'est-à-dire que voilà, peut-être que dans les années à venir, on identifiera d'autres facteurs génétiques qui aujourd'hui ne sont pas connus, qui seront peut-être. Ça ne veut pas dire que c'est votre cas pour vous, hein, d'accord, voilà. Mais ça veut dire par rapport là aussi à ce qu'on faisait il y a 10 ans. Aujourd'hui, quand on fait une analyse génétique, on recherche plus de gènes, d'accord. Et donc peut-être que dans quelques années, on vous proposera de refaire une enquête génétique. Voilà. Après, des fois, on n'identifie pas de facteurs de risque génétique, mais on propose une surveillance adaptée, c'est-à-dire une surveillance renforcée. Parce que même si on n'a pas identifié de facteurs génétiques, on se dit, compte tenu des antécédents personnels ou familiaux, il peut y avoir un intérêt à avoir une surveillance renforcée. Donc tout ça, c'est en fait défini lors de la consultation en oncogénétique par des équipes qui sont spécifiquement formées, les personnes que vous aviez rencontrées. Voilà, donc c'est vrai que les choses là aussi vont bouger. Bien le tenir comme ça. Bon, je mets comme ça, oui. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour cette conférence. Merci à vous. Ma question, malheureusement, moi, les effets que vous êtes, j'ai tout. Par exemple, j'ai la fatigue, le perte de mémoire. J'ai une fatigue. J'ai parlé tout à l'heure avec les femmes qui, pendant la chimio, j'ai pas cette fatigue comme ce dernier moment. J'ai en train de grossir. J'ai des douleurs insupportables au niveau des muscles. Oui. Et des fois, je suis debout comme ça et d'un seul coup, si je dors pas tout de suite, j'ai vécu la migraine. Souvent maintenant, la migraine, tout le temps. Et j'ai malheureusement, malgré tamoxifène, vraiment, je prends tous les jours. Il n'y a qu'un jour, j'ai été à l'hôpital, j'ai pas pris le jour-là, c'est tout. Mais j'ai comme l'hémorragie. Est-ce que c'est normal? Et une autre question, s'il vous plaît. Par exemple, moi, j'ai pas de médecin traitant, malheureusement. Depuis que j'ai fini ma chimio, j'ai pas de médecin traitant du tout. J'ai pas le gynécologue. Et là, je suis perdue complètement. Est-ce qu'il y a des solutions, s'il vous plaît? Merci. Faut reprendre rendez-vous avec votre oncologue préféré. Voilà. Après, oui, c'est vrai que c'est un problème pour trouver un médecin. Des fois, dans certaines régions, ouais, en Normandie, là, pour trouver un médecin traitant et un gynécologue, j'en parle même pas. C'est assez complexe. Voilà. Après, clairement, on est disponible pour essayer de vous aider le mieux possible. Et je crois qu'il faut reconsulter, en fait, et pour qu'on puisse rediscuter un petit peu de tout ça et prendre les choses une par une. Voilà. Et essayer de trouver des solutions. Bonjour. J'aurais voulu savoir ce qui était le plus souvent prescrit, si c'est 10 ans d'hormonothérapie ou 5 ans, et quel en est le bénéfice des 10 ans. Alors, le plus souvent, c'est 5 ans. Hein. La norme, ça reste 5 ans. Il peut être amené parfois en fait, à poursuivre au-delà. Alors, quand on poursuit au-delà, d'ailleurs, ce n'est pas forcément 10 ans. Hein. Ça peut être 7 ans, ça peut être 8 ans. C'est quelque chose qui sera réévalué. Alors,
Dans certaines situations, on estime que le risque de récidive est peut-être un peu plus important. Il y aura une proposition, il y aura une discussion de toute façon entre le médecin prescripteur de l'hormonothérapie et la patiente sur l'intérêt éventuellement à poursuivre. Dans certaines situations, on estime que ça peut avoir un intérêt dans la durée, en diminuant un petit peu le risque de récidive. Donc c'est pas du tout en fait quelque chose de systématique, la poursuite au-delà de 5 ans, loin de là, d'accord. C'est vraiment une discussion qu'il y aura en fait avec votre médecin, et c'est des choses qui seront réévaluées de toute façon de manière régulière. Hein. Voilà, c'est pas du tout dans le systématique. Je vais passer la parole, je pense, du coup, au docteur Fontoura pour le sujet suivant, donc sur la sexualité.